On va bien voir, j'aime bien cette simplicité, Michel. Bon, voilà, mais non mais c'est très bien. Merci et bonsoir à tous. Alors on va bien voir puisque je n'ai rien préparé, mais j'ai quand même plein de choses à dire. D'abord remercier Michel et le collectif de m'avoir invité. On se connaît avec Michel depuis que j'enquête sur ce sujet, c'est-à-dire pendant l'enquête en fait qui a abouti sur le livre Silence dans les champs. On s'est rencontrés par des connaissances communes. Forcément, quand j'ai commencé cette enquête, c'était en 2021. Le cas des salariés de Triskalia intoxiqués par des pesticides est venu dans mes radars. Donc je me suis intéressé à ce sujet qui en lui-même mériterait un livre. Et c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer Michel, qui m'a fait rencontrer aussi donc des salariés concernés, qui plus tard m'a mis en contact aussi avec des paysans concernés, que j'ai rencontrés notamment lors d'une conférence de presse à Rennes. Et donc Michel fait partie de ces 300 personnes finalement, de ces presque 300 personnes que j'ai interviewées pour écrire Silence dans les champs. Et il fait partie de ces quelques personnes qui ont été centrales, ont été des personnes ressources dans cette enquête. Alors, je ne vais pas parler que de toi, Michel, hein, mais ça me permet de faire une intro et puis d'expliquer aussi, de mettre en contexte. Il fait partie de ces quelques personnes qui, malgré ce silence pesant, malgré ce qu'on peut nommer omerta, autour de certaines questions agro-industrielles en Bretagne, qui baissent pas les bras et qui parlent, qui agissent, qui mettent les gens en réseau et qui font que finalement certaines choses avancent depuis quelques décennies et que cette difficulté à la fois à dire mais même à comprendre dans quel bain on est, ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus, cette difficulté-là, elle est un peu moins vraie peut-être qu'il y a 30 ou 40 ans. Cette difficulté à dire, ça a été pour moi l'un des déclencheurs de cette enquête finalement, puisque ce que je raconte dans le livre, et beaucoup de gens me le disent depuis, disent ah mais oui mais on savait en fait, c'est-à-dire que tout ça on le voyait, on a vécu dedans, on est fils de paysans, petit-fils de paysans, on est paysans nous-mêmes, et bien sûr, c'est évident, j'ai grandi avec ça, c'est-à-dire la guerre des terres, j'ai grandi avec le voisin qui s'agrandit toujours plus, avec en même temps ces formes de solidarité qui demeurent bien sûr, mais ces rivalités exacerbées dans la campagne, j'ai grandi avec la question du rapport à la laiterie, le rapport de force, avec la tutelle du syndicat qui est toujours présente, le syndicat qui facilite l'obtention de terres, etc. Les gens me disent j'ai connu tout ça. Maintenant que tu nous le dis, qu'il est question d'une certaine violence, de forme de brutalité, ça me semble évident, mais jusque-là, on n'avait pas forcément réussi à relier tous les fils, en fait. Et ça a été pour moi l'un des finalement points de départ de cette enquête, c'est-à-dire qu'à force d'accumuler des pièces du puzzle, en fait, en tant que journaliste, mais aussi en tant que fils de paysan, breton, d'Ille-et-Vilaine, éleveur laitier, en conventionnel, j'avais comme ça ces pièces du puzzle autour de moi, quoi, mais j'arrivais pas forcément à les assembler. De quoi s'agit-il? Quel est ce puzzle? C'est le complexe agro-industriel, en fait. C'est la naissance d'une agriculture industrielle. C'est donc entre 1950 et 1960, même si on peut trouver des racines à ça qui sont plus profondes. C'est tout ça, en fait, ce puzzle. C'est
ce qui constitue finalement notre quotidien à bien des égards maintenant, en tant que Bretons, mais pas que, en tant qu'Occidentaux, depuis 50 ou 60 ans, voire plus. Et c'est ce qui fait que moi, enfant de paysan, fils de paysan, ayant grandi à la campagne, j'étais, et mes parents surtout, étaient des rouages de ce complexe agro-industriel. Ils étaient des éléments finalement de l'industrialisation, non seulement de la production agricole, mais aussi de l'alimentation et aussi de notre territoire, sans pouvoir l'exprimer. Et c'est, je fais le lien à nouveau avec la question des silences, avec la question de l'omerta, avec la difficulté de dire, c'est-à-dire que cette agriculture-là, elle est de fait, pour moi, elle est absolument pas conventionnelle, puisqu'il n'y a pas de convention de rien du tout que personne n'a signé. Donc on utilise ce terme-là faute de mieux. Cette agriculture, elle est pétrochimique et industrielle, et c'est pas un jugement de valeur que de dire ça, c'est simplement, je pense, être lucide. C'est une agriculture et donc une alimentation et donc un complexe agro-industriel, tout ce qui va autour. C'est quelque chose qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que ces paysans, ces jeunes ruraux, parfois issus de la jeunesse agricole catholique, qui se sont issus d'une vieille condition paysanne, qui se sont extraits d'une vieille condition paysanne dans les années 1950 et 1960, à aucun moment personne ne leur a dit « écoute, maintenant tu vas devenir un acteur, un rouage de l'agro-industrie ». Bien entendu que non. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un aurait pu être en mesure de le dire ? On n'avait sans doute pas assez de recul à cette époque-là. Il n'y avait pas quelqu'un, un grand Manitou, qui tirait des manettes à l'époque, qui tirait des ficelles, et qui avait décidé d'agro-industrialiser le monde. Les choses ne se sont pas faites comme ça. Toujours est-il qu'elles se sont faites et qu'elles n'ont pas été dites. Elles n'ont pas été dites aux gens. De même qu'on leur a pas dit, bon écoutez, on va faire le remembrement, et puis demain, en fait, ce qu'on est en train de faire, ce sont des paysages industriels. Puisque pour faire cette agriculture industrielle, il faut des paysages industriels. Et j'ai cherché à comprendre tout ça. J'ai cherché à comprendre aussi pourquoi est-ce que, malgré que les impasses de ce modèle-là ont été très vite connues, c'est-à-dire qu'en fait, cette agriculture, elle naît en 1950-1960, et en fait, les impasses, elles sont sur la table dès 1970, disons dès les années 70. Alors certes, ce sont à l'époque des militants environnementalistes plutôt clairement minoritaires, accessoirement éventuellement chevelus, barbus, ce qui n'arrange rien à leur cas, qui font ces constats d'impasse. Mais quand même, les constats sont là. Dès les années 70, et puis ensuite années 80, bien entendu, tout ça, quand je dis les constats, c'est les impasses environnementales, c'est les algues vertes en Bretagne, ce sont les impasses aussi sociales, c'est l'endettement, donc les impasses économiques aussi, c'est le déclin des paysans. Il y a ce livre, je crois, c'est Henri Mandras, c'est ça, La fin des paysans, qui date des années, c'est un sociologue, si je dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de Catherine, 1960-70, on est dans ces eaux-là. Donc finalement, un certain nombre de constats qui sont encore valables aujourd'hui sont posés dès cette époque-là. Et l'une de mes interrogations, ça a été pourquoi est-ce que malgré qu'on sait depuis longtemps, est-ce que rien n'a changé véritablement depuis lors ? Moi, ce que j'ai souvent entendu en tant que journaliste, en traitant des sujets agricoles et en discutant du sujet avec des préfets, des élus, des dirigeants de la FNSEA, c'est que, ah oui, effectivement, il y a des choses à revoir, mais d'ailleurs on a revu beaucoup de choses, mais surtout il nous faut du temps. Voilà, il faut du temps, il faut laisser le temps au temps, et encore plus de temps au temps qu'on a laissé avant. Mais en fait, ça, moi, c'est un discours qui est entendable sur 10 ans, sur 20 ans, c'est-à-dire le temps d'enclencher de l'action politique. Voilà, effectivement, l'action politique, c'est pas... Mais là, on parle de 40 ans, en fait. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas eu, en 40 ans, d'inflexion majeure, notamment sur les questions environnementales, bien qu'il y ait eu des ajustements à la marge, pour moi, on a serré des boulons. C'est le cas, par exemple, sur l'azote,
sur d'autres sujets. S'il n'y a pas eu d'inflexion majeure, ça veut dire que c'est pas qu'une question de temps. Ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres. Et ma question, ça a été quels sont ces paramètres en fait. Alors j'avais une intuition à la base qui était simple, c'était que finalement les changements possibles et les porteurs du changement ont été torpillés. Et alors j'ai enquêté pas nécessairement pour vérifier ça, parce que voilà, on n'enquête pas pour vérifier, on enquête plutôt pour étayer. Mais il se trouve que mon enquête a quand même eu tendance à confirmer cette intuition de départ. C'est-à-dire que oui, on savait, oui, des gens ont été lanceurs d'alerte, oui, il y avait des alternatives, mais il se trouve que tout ça a été assez consciencieusement torpillé. Bon, je pourrais parler du cas d'André Pochon, qui a quand même eu quelques bâtons dans les roues, mais je pourrais parler de militants environnementalistes aussi, qui ont eu des bâtons dans les roues à leur façon, et puis de gens qui ont voulu transformer des systèmes et faire des avancées agricoles, agronomiques, ici en Bretagne et ailleurs, et qui n'ont pas eu la vie simple. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose même de majeur, c'est-à-dire que aujourd'hui encore, en 2024, on entend que les changements sont compliqués, c'est vrai, mais qu'il faut du temps, qu'il faut laisser du temps au temps, et blablabla. J'y reviens. Et que surtout, il faut convaincre chaque acteur, il faut convaincre les corps de métier, en l'occurrence la corporation agricole, qui n'est pas simple, qui est tout sauf homogène d'ailleurs. La finalité étant, écoutez, il faut, comme c'est compliqué, comme ça demande du temps, ce sera peut-être pour la fois d'après, ou voilà. Et en fait, moi, c'est quelque chose que maintenant j'arrive à poser auprès des élus, à leur dire, mais non, attendez, ce que vous dites là, c'est valable, cette question du temps, de la difficulté, de la complexité, c'est valable quand les règles du jeu sont respectées, en fait. En démocratie, avec voilà mais là, les règles du jeu ne sont pas respectées parce qu'il y a des intérêts, et il y a des gens qui représentent des intérêts, il y a des entités, on pourrait parler de l'agrochimie, on pourrait parler d'un certain nombre de fabricants de machines agricoles, etc., qui ont tout fait depuis 40 ans. C'est bonne guerre, toutes les industries ont fait ça, le tabac, l'alcool, j'en passe, le pétrole bien entendu, qui ont tout fait pour retarder les changements. Le dernier exemple en date étant ce qu'on vient de vivre en fait, ce qui nous ramène à l'actualité, et qui m'a de mon côté replongé en fait dans l'enquête d'une certaine façon, parce que ça m'a rappelé tous les documents d'histoire que j'ai pu consulter, ces manifestations agricoles des derniers jours et des dernières semaines, avec disons que ça avait quand même un furieux goût de Morlaix 1961, ailleurs dans le Finistère dans les années 70, des quotas laitiers en 84, de la PAC de 92, de la grève du lait en 2009, des bonnets rouges en 2013, et des manifestations suite aux très mauvaises années 2015-2016, si je dis pas de bêtises. On a pris les mêmes et on a recommencé, et les mêmes causes ont amené les mêmes effets, en fait, finalement. Avec au bout du compte, des colères et des exaspérations paysannes qui sont... il ne s'agit pas de donner les bons et les mauvais points, donc de dire légitime ou pas légitime, mais qui sont liés à des choses qui, à mon sens, sont réelles, c'est-à-dire des problèmes de revenus, des problèmes de normes qui effectivement s'empilent, quoi qu'on en pense, qui rendent le métier complexe, voire parfois kafkaïen, des problèmes de bureaucratie aussi, Catherine pourra peut-être en parler plus précisément que moi, puisque je sais qu'elle travaille un peu sur le sujet en ce moment, et une capacité de certains leaders du monde agro-industriel, du monde paysan, à capter les colères paysannes pour les utiliser d'une certaine façon et pour servir certains intérêts qui ne sont pas forcément ceux de la masse paysanne. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer, même si on a tous l'impression que c'est
c'est quelque chose qui est dans l'air quand même. Il y a quelque chose qui, mais de dire ça, de le poser calmement, de dire mais attendez, il y a de la manipulation dans cette histoire. C'est très compliqué parce que c'est très compliqué de la part pour un certain nombre d'agriculteurs notamment d'accepter ça. Quand on dit vous avez été manipulé. C'est vrai que moi je peux l'entendre, c'est dur à entendre. Je peux le comprendre, pardon. C'est dur à entendre qu'on a été manipulé et éventuellement qu'on a été manipulé depuis des décennies sur la question des pesticides, sur la question de l'azote, sur la question aussi qui tire les marrons du feu en fait. Voilà. Et je pense que cette dernière crise en date, qui n'est peut-être pas, qui est peut-être pas totalement terminée, hein, d'ailleurs, nous en donne encore une belle illustration, même si elle a des caractéristiques particulières, comme toutes les autres. Voilà ce que je peux dire. Je pourrais dire plein d'autres choses, mais je te laisse un peu la parole, Catherine.